particulier. On va faire un webinaire assez particulier aujourd'hui. L'objectif de ce webinaire-là, c'est de parler des impacts que différents événements, différents changements qui se passent à travers le monde peuvent avoir comme impact sur vos finances ici au Québec. Donc, c'est sûr que là, je vais parler en lien avec des gens qui sont au Québec. Donc, moi, je suis au Québec et je fais le webinaire en prenant en considération que ceux qui écoutent, vous êtes au Québec. Mais techniquement, la situation que je vais aborder, vous allez le voir, c'est un peu la même situation dans pratiquement tout l'Occident. Donc, on va parler, vous l'avez vu là ici, j'ai différents points. Et là, je viens de voir que j'ai fait une erreur en plus dans un de mes titres. Je vais juste le corriger. Que de... Je vais juste le changer. Alors, désolé, je viens de voir que j'ai fait une petite erreur. Donc, on va parler d'événements assez particuliers. On va parler du conflit en lien avec l'Ukraine et la Russie, les BRICS, la politique, différentes politiques climatiques. Et tout ça, c'est quoi les impacts qu'il pourrait y avoir ici au Québec sur vos finances personnelles. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on va parler de ces sujets-là sans parler du point de vue émotionnel, du point de vue quel côté qu'on devrait prendre, est-ce qu'on est pour ou contre telle politique ou telle situation. Donc, on s'enlève de cette situation-là, on s'enlève de ces réflexions-là, parce que techniquement, on est ici au Québec, le Canada investit beaucoup pour le combat, il donne des liquidités à l'Ukraine pour se battre contre la Russie. Donc, techniquement, il faudrait qu'on soit pour l'Ukraine, contre la Russie. Mais techniquement, là, aujourd'hui, on ne parle pas de ça. On ne parlera pas nécessairement de quel côté qu'il faut être, mais de prendre l'événement en soi et de regarder les répercussions de ces événements-là sur notre situation ici au Québec. Donc, avant d'aller plus loin, je veux juste faire une petite présentation pour ceux qui me connaissent pas. Mon nom est Philippe Deveau de Devenir Autonome. C'est nous, on est une entreprise en réalité de formation en ligne, donc formation sur les dossiers de crédit, la finance personnelle, le financement immobilier, le lancement d'entreprise, la politique municipale et politique globale également. Donc, vous allez pouvoir, si vous voulez, vous allez voir sur devenirautonome.co, vous allez voir les différents forfaits formations qu'on offre. Et ça fait plusieurs années que je suis dans ce domaine-là. Donc, j'ai commencé en 2016, l'entreprise qui a changé de nom à travers le temps. Avant, c'était Ma Santé Financière et là, c'est rendu Devenir Autonome. J'ai fait le changement du nom parce que je croyais que Ma Santé Financière avait plus la même mentalité. Puis le nom, bien qu'il était intéressant, fitait plus trop avec les objectifs que j'avais et ce que je voulais accomplir. Donc, en ayant un nouvel nom d'entreprise qui s'appelle Devenir Autonome, ça fit beaucoup plus. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vraiment parler, on va y aller étape par étape, puis on va regarder froidement ces différents événements-là, sans prendre position dans le sens de pour ou contre telle chose, mais de regarder l'impact. Donc, ce que vous allez voir aujourd'hui, là, il y a de fortes chances que vous avez jamais entendu parler de cette vision, de cette façon de voir les choses, parce que c'est pas des choses qui sont véhiculées, puis il faut faire des recherches d'une certaine façon. OK? Alors, ce que je vais vous montrer, je vais faire des partages d'écran, je prends des articles qu'on trouve sur les médias conventionnels, les médias qu'on est habitués. Donc, c'est certain que pour l'aspect mondial, j'ai pris beaucoup de choses qui sont en lien avec la France parce que sont beaucoup plus près de certains conflits, de certaines affaires. Donc, on est capable plus de voir certaines informations. Donc, je vais vous partager, c'est comme ça va aller aujourd'hui, là, c'est que je vais vous partager des articles et là, vous allez être capable de voir l'article, faites un papier-coller, vous pouvez pas faire le papier-coller, mais prendre le titre et faire une recherche. Et là, vous allez être capable de le retrouver et le lire au complet aussi. Donc, je vais vous faire des partages d'écran d'articles qu'on trouve sur Internet qui vont apporter aux réflexions que je vais vous apporter. Et finalement, je vais vous arriver avec des solutions, des options de qu'est-ce qu'on doit faire considérant tout ça. OK? Donc, on va commencer par le premier événement qui est en lien avec l'Ukraine et la Russie.
Je le sais qu'en ce moment, il y a un gros conflit avec tout ce qui est dans le Moyen-Orient, avec Palestine, Israël, Iran, l'Hamas, tout ça, là, je sais qu'il y a quelque chose de gros. Je vais pas l'aborder aujourd'hui parce que il y a d'autres répercussions, puis c'est drôle à dire, on est encore un peu trop proche pour être capable de voir les vraies répercussions de tout ça. Peut-être un jour, je vais refaire une autre vidéo spécifiquement par rapport à ça. Mais l'Ukraine, vu que c'est un dossier, l'Ukraine versus la Russie, c'est un dossier qui date d'un peu plus de 2 ans. Et on commence à voir les répercussions de tout ça, puis où est-ce que ça en va. Parce que faut pas rester dans l'événementiel disant il y a quelque chose qui se passe, c'est comme ça va faire telle chose. Parce que ça, c'est de l'événementiel, c'est des choses qui peuvent faire du changement rapidement, fait. Il peut y avoir des réponses à ça qui peuvent vraiment tout changer. Tandis que là, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, ça fait quand même un certain temps, puis on est capable de voir concrètement des retombées par rapport à tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un peu ce que je vois par rapport à tout ça. Et après ça, je vous montre les différents articles qui apportent, qui vont appuyer un peu ce que je dis. Donc, le conflit en Ukraine et en Russie. Ce qui est particulier, c'est que ce conflit-là est beaucoup plus large que simplement le conflit militaire sur le terrain de l'Ukraine. Et ça a une importance primordiale sur le développement de la géopolitique mondiale, de l'économie mondiale. Parce que ce qui se passe en ce moment, en réalité, c'est un pays qui est la Russie, qui, d'une certaine façon, attaque le territoire ukrainien. Et là, on a tout l'Occident collectif qui est sur le bord du côté de l'Ukraine pour combattre la Russie. Là, je vais pas dire est-ce qu'il faut qu'on soit pro ou contre Russie ou pro ou contre l'Ukraine. On rentre pas là-dedans, on rentre plus dans la réflexion de c'est quoi tout ça. Et là, faut comprendre globalement qu'est-ce qui se passe. OK? L'Occident, avec l'OTAN surtout, qui est un organisme qui, je pourrais dire ça, réglementait un peu tout ce qui se passait dans le monde d'une certaine façon. Et que vous soyez d'accord ou pas, les États-Unis ont la plus grande part dans tout ça. C'est eux qui ont le plus gros budget, c'est eux qui ont le plus de militaires, c'est eux qui sont les plus féroces du point de vue militaire. Et c'est eux qui contrôlent un peu le monde. C'est, comme on pourrait dire, la puissance militaire numéro 1. Donc, ils ont des bases militaires partout dans le monde. Et ça apporte qu'ils contrôlent une bonne partie du monde. Et la problématique de ça, c'est que si un pays, mettons, on va juste faire un petit exemple, un pays a d'énormes ressources et que les États-Unis veulent ces ressources-là, ils vont emporter les militaires, vont prendre le contrôle de cette région-là, vont piller d'une certaine façon ce territoire-là de ses ressources pour enrichir les États-Unis, l'Amérique. Donc, on le voit dans plein de pays, je ne vais pas en nommer spécifiquement en ce moment, mais il y a énormément de pays qui se font d'une certaine façon piller de leurs ressources dues à ça. Et la majorité des pays peuvent pas faire grand-chose parce qu'ils n'ont pas les liquidités, ils n'ont pas l'armée, ils n'ont pas les reins assez solides, ils n'ont pas suffisamment d'alliés pour combattre d'une certaine façon les États-Unis. Encore une fois, on ne rentre pas dans savoir si c'est bien ou pas. L'idée, c'est de voir la situation. Ce qui fait que pourquoi que les États-Unis sont devenus une puissance mondiale sont devenus une richesse mondiale d'une certaine façon, c'est qu'elle est militairement dans des territoires et prenait ces ressources-là. Alors, là, ce qui arrive, c'est qu'on a la Russie qui fait une attaque sur le territoire ukrainien. Et là, on a tout l'arsenal de l'OTAN qui est non officiellement sur le terrain, mais envoie des liquidités, envoie de l'argent, envoie des ressources soit militaires, soit des ressources en personnel, soit des ressources en armement, en chars et en toutes sortes. Donc, des fois en information également. Donc, techniquement, même si l'OTAN est pas
officiellement sur le territoire, elle est officieusement dans le conflit. Et ce qui arrive, c'est que là, la Russie démontre d'une certaine façon qu'il est possible de se lever contre l'Occident collectif, l'OTAN, et de réussir à survivre à travers tout ça. Et ce que ça apporte, c'est que là, il y a plein de pays qui voient le conflit Ukraine-Russie, et en voyant ce conflit-là, voient que la Russie a été capable de se lever, capable de mettre ses limites, et qu'en ce moment, l'OTAN collectif est pas capable de ramener la Russie dans ses frontières puis de gagner la guerre. Si l'OTAN aurait été capable de gagner la guerre, il l'aurait déjà gagné. OK? Mais c'est pas le cas. Donc là, en ce moment, c'est la Russie qui est en train de gagner. Encore une fois, pour ou contre, n'est pas là la question. En fait, techniquement, la Russie a déjà gagné d'une certaine façon sur plein de points, mais pas sur l'aspect militaire concrètement sur le terrain géographiquement. Elle a gagné du point de vue mental, du point de vue économique, du point de vue géopolitique, sur plein de points. Et c'est ça qu'on va vous montrer. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que le conflit Ukraine-Russie vient démontrer à la planète entière que les États-Unis ne sont plus la puissance militaire qu'ils prétendaient être, ce qui fait en sorte que là, les pays voient ça, les populations voient ça, et là, à ce moment-là, ils vont se dire, ben, si la Russie est capable de combattre, ça veut dire que là, techniquement, ça voudrait dire que nous autres aussi, on pourrait, d'une certaine façon, combattre cette situation-là dans notre pays, d'arrêter de se faire piller nos ressources. Donc, la Russie démontre à tout le monde que les États-Unis sont plus une superpuissance militaire et qu'ils ne sont pas capables, à l'Occident collectif, de combattre la Russie, qui est isolée d'une certaine façon. Donc, là, je vais vous partager certaines affaires sur... je vais vous partager mon écran. Attendez un petit peu. C'est celui-ci. Pour vous donner de l'information supplémentaire. OK? Donc, on voit ici, dans le monde Afrique, donc ça, c'est un journal qui est techniquement très européen, mais là, c'est la section Afrique. On voit ici, Vladimir Poutine promet des livraisons gratuites de céréales à 6 pays africains. Et là, si on descend un petit peu, vous voyez, dans les mois qui viennent, nous serons en mesure d'assurer des livraisons gratuites de 25 000 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafrique et à l'Érythrée. Je ne le connais même pas, ce pays-là. Donc, ce qui arrive, c'est que là, on voit ici, on voit juillet 2023, qui était ce moment-là que Vladimir Poutine promet ces livraisons-là. Qu'est-ce que ça vient montrer? Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais beaucoup de pays africains manquaient de nourriture à cause du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et beaucoup de nourriture était détournée pour aller aux pays occidentaux et c'était genre, l'Afrique, arrangez-vous. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Vladimir Poutine, ou enfin, on va dire la Russie, a décidé d'aider ces pays-là, donc a décidé d'envoyer des tonnes et des tonnes de céréales aux pays en Afrique qui ont été nommés précédemment pour les aider. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça envoie un message à l'Afrique dans le sens que ça fait des années que vous vous faites piller par les États-Unis, puis là, moi, je suis là, nous, la Russie, on est là pour vous aider à vous nourrir. On est là pour vous supporter, vous aider, même si en ce moment, on est en guerre en Ukraine contre l'OTAN et l'Occident collectif. Donc ça, c'est un message très fort qui est envoyé, où est-ce que, là, on voit, c'est une sorte de message qui est envoyé pour dire aux pays africains, je suis là pour vous aider, nous sommes là pour vous aider et vous supporter. Donc, on voit entre l'Ukraine et la Russie que la Russie est capable de combattre d'une certaine façon l'Occident collectif. En plus de ça, elle est capable d'aider les pays africains. Fait que ça apporte vraiment à beaucoup de pays, au monde entier, de montrer que, carrément, on peut sortir du joug des États-Unis et même de l'OTAN pour être capable de s'en sortir. Et là, c'est là qu'on va commencer de plus en plus à avoir
des pays qui vont se dire, regarde, l'Occident, dehors. Donc, je vous en partage un ici. Le Monde Afrique, septembre 2023. On voit ici la France contrainte de se retirer du Niger. Donc, on voit ici Abba, la France, vive Niger. Vous voyez la petite image peut-être là? On voit ici des partisans du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger manifestent à proximité de la base aérienne française pour exiger le départ de l'armée française du Niger à Niamey le 16 septembre 2023. Donc, un gros article, si vous voulez, il fallait le voir. Vous allez le trouver sous le nom « La France contrainte de se retirer du Niger ». Donc, on voit ici qu'on a le Niger qui est, wow, là, il vient de décider de se lever, la population décide de se lever pour faire partir la France. Encore une fois, on rentre pas dans est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. On n'est pas là. On fait juste constater que la France est mise dehors d'une certaine façon du Niger. Après ça ici, après la France, le Niger rompt sa coopération militaire avec les États-Unis. Donc on voit ici, après les Français, les militaires américains pourraient à leur tour être chassés du Niger. Le régime des généraux au pouvoir à Niamey a dénoncé samedi avec effet immédiat l'accord de coopération militaire passé avec les États-Unis en 2012, affirmant que la présence américaine était illégale. Donc, vous voyez, il y a comme plusieurs, vous voyez ici le Niger, le Tchad, le Gabon, le Burkina Faso, le Mali, le Soudan. Vous voyez, ça, c'est des points que je vais parler un petit peu plus tard. Ça, ici, c'est les pays d'Afrique. Donc, vous voyez, ils sont là. Il y a un gros article que vous pouvez prendre le temps de lire si vous voulez. Donc, l'idée en arrière de ça, c'est que on a le Niger qui met la France dehors et les États-Unis dehors. Est-ce qu'il se serait permis de faire ça si la Russie n'aurait pas été capable de montrer qu'on peut se lever devant l'Occident collectif et l'OTAN? Probablement pas. Mais ça, on le sait pas. Mais probablement pas. Mais là, maintenant que la Russie a montré que c'était possible de s'en tirer, à ce moment-là, ils sont en train de s'en sortir. Si je continue. En Russie, le président tchadien dit vouloir renforcer ses relations avec un pays ami. On parle du monde Afrique, on parle de janvier 2024, donc c'est assez récent. Donc, on voit ici, le Tchad, un allié de la France, est un pays frère de la Russie, a affirmé mercredi le 24 janvier le président de transition Mahamat Idriss Déby, reçu par Vladimir Poutine. Désolé pour la prononciation. Qui lui a assuré en retour que Moscou pourrait aider à stabiliser la situation dans le pays. La Russie s'est fixée pour objectif de regagner son influence en Afrique, perdue après la chute de l'URSS. Le Kremlin a focalisé ses efforts dans les pays du Sahel pour concurrencer la France, déployant notamment des groupes paramilitaires. Donc, techniquement, non, là, on a la Russie qui est dans un combat en ce moment en Ukraine, où est-ce que tout l'Occident collectif envoie des milliards et des milliards en liquidité, en armement, en équipement pour combattre la Russie. Et la Russie, en plus de faire ça, envoie des groupes paramilitaires dans des pays en Afrique pour pouvoir être capable d'aider certains pays de l'Afrique à se stabiliser, comme on pourrait dire ici. Donc, est-ce que le Tchad aurait fait ça dans l'éventualité que la Russie est en train de perdre face à l'Occident collectif? Probablement pas. Encore là, on le sait pas. Mais on voit que réellement, il y a une montée, qu'un autre pays a décidé de commencer à couper avec la France, avec un pays occidentalisé, un pays occidental, mais il a décidé de le faire parce qu'il y a la Russie qui était de l'autre bord pour les supporter. Là, on regarde ici, le Gabon, la France à l'épreuve d'un nouveau coup d'État dans son ancien précaré africain. Là, on regarde ici, un peu plus d'1 mois après le Niger, la France est confrontée à un nouveau coup d'État militaire chez l'un de ses plus anciens et fidèles alliés africains, le Gabon. Le putsch survenu au Gabon vient fragiliser encore un peu plus les positions françaises dans son ancien précaré africain. Donc, techniquement, la France n'a pas officiellement été mise dehors par le Gabon, mais il y a un conflit, puis on voit que la France a des difficultés en ce moment avec le Gabon. Donc, ils n'ont pas été mis dehors, mais le Gabon est en train de se lever. Il est en train de reprendre un peu son pouvoir.
On a ici le Burkina Faso annonce la fin officielle des opérations des troupes françaises sur son sol. La France, ancienne puissance coloniale, est contestée au Burkina Faso depuis plusieurs mois. Si la secrétaire d'État française Chrysoula, désolé le pronom, je ne vais pas le dire, en visite dans le pays le 10 janvier, avait laissé entrevoir une possibilité d'apaisement en annonçant que la France n'impose rien au Burkina Faso, le sentiment anti-français s'y est développé. Donc, il y a un gros sentiment anti-français. Je ne sais pas comment on les appelle, là, les Burkinos, quelque chose comme ça, là, en ce moment, aiment pas la France. Il y a un mouvement anti-français. Est-ce que ça serait fait si la Russie aurait pas montré qu'elle était capable de se battre contre l'Occident et l'OTAN? Probablement, encore une fois, ça serait pas fait. On le saura jamais, mais là, on le voit qu'en février 2023, eux autres, là, c'est sûr que ça fait un petit peu plus longtemps, ils ont décidé de se lever. Alors, quand même pertinent. Ici, accord de défense militaire, pourquoi le Mali est rond avec la France et l'Europe? On a ici, j'avais-tu quoi d'autre souligné? Oui, c'est complètement à la fin, c'est vrai. L'implication croissante de la Russie dans les affaires de sécurité de la nation a déclenché un recul de l'Occident. Le Mali est dans une logique de diversification de sa coopération militaire avec d'autres États comme la Russie ou la Chine. Donc, concrètement, on a ici, là, c'était quel? Le Mali. Le Mali qui vient dire qu'en réalité, ils se rapprochent de la Russie et de la Chine et sont prêts à rompre avec la France et l'Europe. Donc, encore une fois, un impact direct du conflit. Après ça, ici, le Mali affirme prendre son destin en main. Et là, on voit l'Alliance Mali, Burkina Faso et Niger vise à renforcer une intégration des peuples fondée sur la solidarité, le respect de la dignité, l'affirmation de la souveraineté et rejette toute forme d'ingérence extérieure. Donc ça, on parle on parle que plusieurs pays d'Afrique en ce moment qui sont en train de se lever contre, d'une certaine façon, l'Occident, l'OTAN, ou certains pays comme ça. Là, on va un peu plus loin. On a ici Xi. Donc là, c'est le président chinois. Alors, Xi warned Biden during summit that Beijing will reunify Taiwan with China. Donc, techniquement, là, si vous n'êtes pas au courant, l'équivalent du conflit Ukraine-Russie, on a à peu près la même affaire en Chine avec Taïwan. Taïwan est près de Chine. La Chine veut, d'une certaine façon, réunifier la Chine et Taïwan. Donc, veulent comme absorber Taïwan. Mais l'Occident, l'OTAN ne veut pas. Alors, en ce moment, j'avais quoi d'autre ici que j'avais souligné? Oui, ici. Donc, ici, Xi a demandé aux troupes, aux États-Unis d'arrêter d'armer Taïwan, d'arrêter d'interférer dans les affaires étrangères de la Chine et de prendre des actions concrètes qui honorent les États-Unis dans son commitment de ne pas supporter l'indépendance de Taïwan. Donc, on a les États-Unis qui sont à Taïwan, qui veulent supporter l'indépendance de Taïwan, qui sont là, puis on a la Chine qui veut unifier la Chine et Taïwan. Encore une fois, bon, pas bon, on n'est pas là. On est juste, quel côté qu'on prend, on n'est pas là. On est juste en train de regarder. Et là, la Chine, concrètement, voit les États-Unis qui sont là, qui sont en train de combattre également en Russie, en Ukraine, et la Russie est capable de se battre et de confronter l'OTAN collectif et de survivre. Alors, on a la Chine qui est là, qui prend le temps, qui est assis, qui regarde ce qui se passe, qui dit bon, ben, la Russie est en train d'affaiblir l'OTAN au complet. J'ai juste besoin d'attendre un petit peu. Quand ils vont être trop affaiblis, ben là, moi, je vais pouvoir aller chercher Taïwan parce que de toute façon, les États-Unis ne seront pas capables de supporter et d'armer de toute façon les Taïwan. Donc, concrètement, c'est quoi l'impact sur nos finances ici, concrètement, par rapport à tout ça? Je vais pas tout l'expliquer parce que ça va prendre tout son sens à travers les prochaines diapositives, les prochaines affaires que je vais vous apporter. Mais ce qui arrive, c'est que là, on va voir probablement à travers le temps plusieurs pays qui vont décider de se lever et reprendre le contrôle de leur pays et de retirer ou de faire sortir on va dire, les pays
qui s'ingéraient dans leur politique et dans leur pays. Donc, il va y avoir de plus en plus de pays, comme ici, comme on l'a vu dans cet article-là, qui vont affirmer prendre leur destin en main plutôt que de laisser ça dans les pattes des États-Unis. Ils vont prendre leur destin en main. De plus en plus de pays risquent de faire ça. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, comme je l'ai dit tantôt, c'est que les États-Unis et d'autres pays occidentaux drainent, vont s'accaparer les ressources de ces pays-là en laissant pratiquement rien à ces pays-là pour enrichir leur pays, d'enrichir l'Occident. Là, si on a des pays qui reprennent leur pouvoir, ça veut dire qu'ils vont reprendre le pouvoir de leurs ressources. S'ils prennent le pouvoir de leurs ressources, il va y avoir moins de ressources qui vont être envoyées en Occident collectif. Et ça va avoir un impact parce que la richesse de nos pays occidentaux va arrêter d'augmenter parce que on ne produit plus déjà. Alors, tout ce qu'on fait, c'est souvent, c'est piller les ressources ailleurs. Donc là, s'il n'y a plus de pillage, ce qui va arriver, c'est que les pays occidentaux vont arrêter de s'enrichir comme qu'ils le font, d'une certaine façon. Donc, très, très, très fort comment je faisais ça? Comme impact de voir la Russie. Est-ce que la Russie va gagner ou pas? Ça, c'est une autre question. Est-ce que la Russie, c'est celle qu'il faut qu'il gagne ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais ça montre au monde qu'on peut se lever contre l'Occident et qu'on est capable de passer à travers. Et là, je vais revenir, je vais montrer quelque chose d'autre. Et là, je vais vous montrer des affaires par rapport à la Russie, par rapport à la puissance des pays. Donc, voici les 10 plus grandes puissances militaires du monde en 2023. Là, vous voyez ici, il y a 50 paramètres qui ont été analysés et répertoriés par le Global Firepower. Ainsi, ils ont déterminé un score, le Power Index. J'ai oublié de le souligner ici. Ainsi, plus l'indice de notation est proche de 0, plus sa puissance militaire est forte. Donc, ce qu'on veut, c'est d'être le plus proche de 0. Donc, on voit les États-Unis ici. Le Power Index est de 0.0712, OK? Avec 1.4 million de soldats, 444 000 réservistes. On voit ici qu'ils détiennent 5550 ogives pour d'armes nucléaires. Là, on voit la Russie ici. Le Power Index, 0.0714. On s'entend-tu qu'ils sont proches pas mal l'un de l'autre? Fait que point de vue militaire, la Russie accote très fort les États-Unis. 850 000 soldats, 250 000 réservistes, donc c'est moins que les États-Unis. Mais si on vient ici, 6255 bombes nucléaires. Donc techniquement, la Russie a plus de bombes nucléaires que les États-Unis. Donc, quand même particulier comme information. Ensuite, on voit la Chine. Chine, 0.0722. Donc, c'est quand même pas très loin de la Russie puis des États-Unis. Et eux, puissance militaire, 2 millions de soldats, donc plus que les États-Unis, 510 000 réservistes, plus que les États-Unis, 350 bombes nucléaires, donc eux autres, ils en ont presque pas beaucoup comparé aux autres. Ensuite, on a l'Inde. Et là, pourquoi que je continue, là? La Chine, l'Inde, 0.10.25, 1.4 million de soldats, 1.15 million de réservistes, 156 000 ogives nucléaires, donc c'est pas grand-chose. Après ça, on a le Royaume-Uni, la Corée du Sud, le Pakistan, le Japon, la France. On voit vraiment que là, ils commencent à être loin, là. Les pays de l'OTAN sont loin. Le seul pays de l'OTAN là, qui est dans le top 5, là, t'as la Chine, puis t'as le Royaume-Uni qui est dans l'OTAN, c'est vrai. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Dans le top 5, t'as les États-Unis et le Royaume-Uni. Puis t'as l'Inde, la Chine, puis la Russie qui sont dans le top 5 également. Pourquoi que je vous dis ça? Vous allez comprendre tantôt quand on va rentrer dans le concept du BRIC. Ensuite, ça c'est assez particulier. La Russie produit 3 fois plus je sais pas comment on traduit ça en français, là, d'artillerie que les États-Unis et l'Europe pour l'Ukraine. Donc, on voit ici, la Russie produit environ 250 000 munitions d'artillerie par mois pour à peu près 3 millions par année. Collectivement, les États-Unis et l'Europe ont la capacité de générer à peu près 1,2 million de munitions annuelles pour envoyer à Kiev. Les États-Unis d'Amérique, l'armée des États-Unis
a mis un objectif de produire 100 000 munitions d'artillerie par mois d'ici 2025. On est en 2024, là. Leur objectif, c'est 2025, puis c'est 100 000. On s'entend-tu, 100 000, là? C'est même pas encore... on a 250 000 Russie, puis ça, c'est 100 000 en 2025 pour les États-Unis. Donc, techniquement, là, la Russie est dans une économie de guerre. La Russie est faite pour être capable de toffer hyper longtemps. Fait que concrètement, la Russie, c'est quoi qu'elle fait, là? Elle est en train de désarmer l'Occident collectif au complet, parce que là, elle a les capacités de générer, d'une certaine façon, suffisamment de munitions et de tout ce qui est nécessaire pour combattre et faire durer ce conflit-là encore longtemps. La Russie est dans une guerre d'usure et en ce moment-ci, de ce point de vue-là, il n'y a rien qui me permet de montrer que la Russie va perdre militairement. Il n'y a rien qui montre en ce moment que la Russie va perdre militairement. Donc, faut s'attendre à ce que la Russie gagne. On ne soit pas au compte, la question n'est pas là. Donc, si la Russie gagne, ça va encore plus montrer à l'ensemble de la population mondiale qu'on peut combattre les États-Unis, ce qui va faire en sorte que de plus en plus de personnes peuvent se sortir de tout ce qui se passe et reprendre leur pouvoir. Donc, ça a un énorme impact, ça. Donc, la Russie, militairement, est en train de gagner parce que elle a ce qu'il faut militairement pour être capable de passer à travers. En plus de ça, politiquement parlant, elle a gagné parce qu'elle a été capable de montrer à la population mondiale qu'on peut se lever contre l'Occident collectif. Et, point de vue économiquement parlant, j'arrive à la prochaine, économiquement parlant, la Russie est en train de montrer qu'elle gagne également sur ce volet-là. La Russie grossit plus rapidement que toutes les économies avancées selon l'IMF, donc le Fonds monétaire international. Donc, on voit ici le FMI prévoit que la Russie va augmenter de 2,2% cette année, beaucoup plus que l'UK, la France et la Germanie. Donc, techniquement, même si la Russie a été sanctionnée par rapport à son invasion en Ukraine, le FMI a amélioré ses prédictions face à l'économie russe cette année et croit qu'elle va continuer à grandir en 2025, ce qui va être plus haut que ce qu'il avait prévu. Donc, la Russie est un des plus gros fournisseurs de pétrole et la BBC a révélé que des millions de barils de pétrole ont été envoyés, qui ont été faits par la Russie, qui ont été importés par l'UK, les UK, là, donc United Kingdom, même à travers les sanctions. Donc techniquement, les sanctions faisaient que la Russie, aucun pays ne pouvait prendre de pétrole de la Russie, mais ils le font. Donc, techniquement, pourquoi qu'ils le font? C'est parce que s'ils le faisaient pas, il n'y avait pas de place ailleurs pour prendre son pétrole suffisamment. Donc, la Russie est en train de gagner du point de vue économique. Ou est-ce que nous, vous le voyez là dans votre épicerie, là, dans votre épicerie, tout vous coûte plus cher, ça va mal financièrement partout. Mais la Russie, elle continue à grossir, puis elle grossit plus que les autres pays industrialisés. Donc, assez fou pareil, là, cette affaire-là. Là. Okay? Donc, techniquement, si je reviens ici, techniquement, l'Ukraine est en train de la Russie est en train de gagner sur plusieurs points par rapport à l'Ukraine et surtout l'OTAN et l'Occident collectif. C'est quoi l'impact de tout ça? Vous allez le voir à travers, là, je vais rentrer avec le prochain point. Les autres points vont être un peu plus courts parce que je sais que c'est quand même long ce que j'ai à dire, mais c'est parce que je ramasse... je sais que là, en ce moment, je vais brasser probablement beaucoup de gens dedans parce que pour diverses raisons, on n'est pas habitué de se faire dire ça. On n'a pas été... on nous a tous dit que l'Ukraine va gagner, ça va être facile, que les États-Unis, c'est la puissance mondiale, que ils vont tout le temps battre. Puis là, on a la preuve qu'un autre pays, qui est la Russie, est capable de se lever. Ça va avoir des impacts énormes sur plein de pays
Et là, vous allez voir, ça va... on va voir le point suivant qui est les BRICS. Les BRICS, B-R-I-C-S. BRIC pour Brésil, Russie, Inde, Chine et S, c'est l'Afrique du Sud, parce qu'en anglais, on dit South Africa. Donc, techniquement, c'est un regroupement. Et là, je vais vous présenter en réalité une autre diapositive. Non, je vais juste arriver à ça. Techniquement, les BRICS, en réalité, c'est un regroupement de pays en développement et qui commence à avoir des répercussions point de vue politique mondial, économie mondiale et philosophie mondiale. En ce moment, on a les États-Unis qui sont, on pourrait dire, ceux qui décident un peu partout dans le monde de comment ça se passe. C'est eux qui décident qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. C'est eux qui décident où est-ce qu'on va en guerre. C'est eux qui décident pourquoi qu'on fait la guerre. Puis c'est toujours eux qui sont considérés les meilleurs. Et il y a beaucoup de pays qui sont tannés de ça. Beaucoup de pays qui sont tannés d'un monde unipolaire géré par les États-Unis. Et là, on a les BRICS qui sont en train de se regrouper pour être capable de créer un monde multipolaire. Donc, là, je vais vous partager un peu autre chose. Ici, puis ici. Celle-là. Donc, les BRICS plus, OK? Parce que là, il y a un plus. Donc, techniquement, les BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Mais on a été rajouté avec le plus l'Égypte, l'Émirat arabe unis, l'Éthiopie et l'Iran. Donc, si vous voyez la petite carte ici, là, on voit quand même la Russie. On voit tout ce qui est en bleu, là, c'est ce qui représente les BRICS plus. Donc, je vais descendre un petit peu ici, là, parce que j'avais surligné des petites affaires. À la date du 10 août 2023, 23 pays ont officiellement soumis leur demande pour rejoindre les BRICS. L'Algérie, l'Argentine, le Bahreïn, le Bangladesh, la Biélorussie, excusez-moi, la Bolivie, Cuba, l'Égypte, l'Honduras, l'Indonésie, l'Iran qui a déjà été accepté, Kazakhstan, Koweït, le Nigeria, la Palestine. Ah, la Palestine, c'est drôle, hein? Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Hein? L'Arabie Saoudite, la Serbie, le Sénégal, la Thaïlande, les Émirats arabes qui ont déjà été acceptés, le Venezuela et le Vietnam. L'Égypte aussi était accepté, là, je l'ai dit tantôt. Donc, on voit qu'il y a plein de pays qui ont leur intérêt, qui ont officiellement soumis leur demande pour rejoindre les BRICS. Ça veut dire quoi, ça? C'est qu'on a l'OTAN en ce moment, qui est l'Occident collectif et plusieurs autres pays, qui, d'une certaine façon, sont les maîtres du monde en ce moment. Et là, on a les BRICS qui sont en train de se mettre sur pied. Et ça fait quoi? Ça fait que ça vient donner un contrepoids à l'OTAN. Et là, comme par hasard, il y a plein de pays qui veulent rejoindre les BRICS. Est-ce que ça aurait été possible dans l'éventualité que la Russie aurait perdu contre l'Ukraine? Probablement pas. Parce que si l'Ukraine et l'OTAN auraient battu la Russie n'aurait pas montré qu'il était possible de se lever contre les États-Unis et l'OTAN. Si ça aurait été la situation, les pays n'auraient pas été à l'aise de soumettre leur demande pour rejoindre les BRICS. Mais maintenant qu'ils savent qu'on peut se lever et prendre son indépendance, là, ils le font à travers les BRICS. Donc, vous voyez là, vous voyez l'impact de la Russie fait en sorte que là, excusez, il y a plein de pays qui sont prêts à se lever pour aller dans une alternative à l'OTAN. L'ensemble des États membres des BRICS ne bénéficient que de 15% des droits de vote à la Banque mondiale, 10% au FMI, alors qu'ils représentent 42% de la population mondiale et 23% de son PNB. Et là, on parle de BRICS, là. On parle de 5 pays. Là. Les 5 pays, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et l'Afrique du Sud. À ces 5 pays-là, ils représentent 42% de la population mondiale. Imaginez si on rajoute ici l'Égypte, l'Émirat arabe unis, l'Éthiopie et l'Iran.
Puis en plus, si on rajoute la vingtaine de pays ici qui sont là, imaginez si on rajoute tout ça aux BRICS, là. On s'entend qu'ils vont représenter plus de 50% de la population mondiale. Ils vont représenter beaucoup plus que 20, peut-être même 30% du PNB mondial. Donc, on va se retrouver que d'un côté, on a une force, pas une force, on va dire, on va se retrouver que la population mondiale se retrouve d'un côté, qu'une grosse partie de la richesse se retrouve également d'un côté, puis qui font face à l'OTAN et l'Occident. Donc, c'est quand même assez particulier à regarder comme chiffre. Et là, si on voit ici, 3 des 5 BRICS font partie des 10 premières puissances économiques mondiales quant au PIB. Chine 2e, Inde 5e, Brésil 8e ou 9e selon le classement, et la Russie 11e. En 2023, le bloc des BRICS, seulement les 5 pays, là, les BRICS, contribuent à 31,5% du PIB mondial, dépassant pour la première fois la part du G7, qui est 30,7%. Le G7, pour que vous soyez au courant, le G7, ça comprend les 7 plus grands pays occidentaux. Donc, là, c'est drôle à dire, là, je les ai comme pas en tête, là. C'est Chine, États-Unis, Canada, Allemagne, France, ah là, tu sais, attends, je l'ai-tu? Je suis capable si je clique ici? Ah non, je l'ai pas. Là, je les ai comme oubliés, là. J'ai pas pensé, j'aurais dû faire cette recherche-là. Mais techniquement, il y a 7 pays. Les 7 plus gros pays, l'économie avec les 7 pays ayant la plus grosse économie ont pour 30,7% du PIB mondial, tandis que les 5 pays du BRICS, à 5 pays versus 7, se retrouvent avec un PIB plus élevé que le G7. Prenez ça en considération, là. On se retrouve que le BRICS, les 5 pays, représentent plus que le G7. Là, on parle des 5 pays. Imagine si on rajoute les pays du BRICS plus tous ceux qui veulent faire partie des BRICS. C'est assez gros, là. Je sais pas si j'avais quelque chose d'autre ici, là. Non, j'avais rien de surligné de plus. Donc là, on est sur Wikipédia, là. Vous pouvez faire vos recherches là-dessus, là. Donc, ça, là, c'est... on voit qu'il y a un changement qui est en train de s'enligner pour aller vers les BRICS, la philosophie en arrière des BRICS. Donc, ce qui est important de voir aussi, là, ça, c'est vrai, j'aurais pu le mettre en lien avec le conflit avec l'Ukraine et la Russie, parce qu'en réalité, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a pour 300 milliards en lien avec des actifs russes qui ont été gelés par l'Occident. Donc, on le voit ici, après que le président Vladimir Poutine a envoyé des troupes en Ukraine en 2022, les États-Unis et ses alliés ont ont annulé ont empêché les transactions avec la Russie, la Banque centrale de la Russie et le ministre des Finances a bloqué environ 300 milliards d'actifs russes sovereign indépendants dans l'Occident. Donc, techniquement, sovereign, ça veut dire d'actifs étrangers, mais russes. Donc, c'est des actifs russes, mais qui sont à l'étranger, puis qui ont été collectés par l'Occident. Ça veut dire quoi? Ça démontre, je ne sais pas si j'avais quelque chose d'autre, je pense que j'avais rien d'autre ici, là. Ça démontre quoi, là? C'est que si la Russie, si les États-Unis sont pas contents de quelque chose, ils peuvent geler les actifs d'un pays. Ça, c'est ce qui faisait peur avant. Et là, la Russie, elle, s'est levée, elle s'est fait geler pour 300 milliards d'actifs, mais continue à se battre. Mais là, qu'est-ce que ça l'envoie comme message, là? Ce message-là, il est très fort. C'est que on ne peut plus faire confiance aux États-Unis parce que ils ne sont plus là pour être là pour les bonnes raisons, mais sont là politiquement pour atteindre leurs résultats. Ils sont prêts à tout pour ça. Ils gèlent les actifs dans l'éventualité qu'ils sont pas d'accord. Donc, ça envoie un message très clair. Ça envoie un message qu'on ne peut plus faire confiance aux États-Unis. Les pays ne peuvent plus faire confiance aux États-Unis par rapport à leurs investissements. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire qu'il y a plein de pays qui vont arrêter d'envoyer de l'investissement, des liquidités
en Occident parce qu'ils vont avoir peur de se les faire geler, de se les faire confisquer. Donc là, il y a une confiance qui vient d'être brisée par cet événement-là. Fait que ça, c'est un point, c'est une des raisons pourquoi il y a autant de pays qui veulent s'enligner avec les BRICS parce qu'ils ne veulent plus être en ligne avec le temps, qui font un peu ce qu'ils veulent puis sont prêts à saisir pour arriver à leur fin. Là, les BRICS, une autre répercussion que ça a là. Ici, Total Energy livre à la Chine du GNL. Ça, c'est du gaz naturel liquéfié payé en yuan, qui est une première. Pourquoi? En réalité, ce qui arrive, c'est que, si vous ne le saviez pas, tout était payé à travers le programme SWIFT, qui était géré par les États-Unis. Donc, toutes les transactions mondiales étaient faites en dollars américains. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'avec les BRICS veulent se regrouper, s'entraider, puis être capables de transiger entre eux sans avoir à passer à travers le dollar américain. Donc, ici, Total Energy a complété sa première transaction de gaz naturel liquéfié en yuan avec le géant des hydrocarbures chinois CNOOC mardi. S'affranchir du dollar dans l'énergie et le commerce. Pékin est résolu à contester l'hégémonie du dollar dans les échanges internationaux et à imposer le recours à sa propre monnaie, au minimum dans ses propres opérations d'import-export. Donc là, qu'est-ce qui arrive, c'est que la Chine vient de dire carrément que là, elle est prête à faire des transactions avec d'autres pays dans des monnaies minimalement le yuan, mais sinon, ça peut être aussi dans les monnaies locales. Ça, ce que ça veut dire qu'on ne passe plus par les États-Unis, ce qui veut dire qu'on n'utilise plus les dollars américains. Ça veut dire la dédollarisation. Qu'est-ce qui arrive si le dollar perd sa statut de réserve? Bon, là, on va rentrer dans un petit peu plus d'historique. Donc, là, je ne vais pas tout lire, là, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est ici, c'est qu'en 1944, il y a eu Bretton Woods, l'entente de Bretton Woods, où est-ce que la monnaie américaine est devenue la monnaie de réserve, ce qui veut dire que toutes les transactions mondiales sont faites en monnaie américaine. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'un peu plus tard, et là, c'est un gros départ, un gros hic, c'est que en 1971, le président Richard Nixon a abandonné le standard d'or. Ça veut dire quoi? C'est qu'avant, le dollar américain était adossé sur dollar. Et là, depuis 1971, Richard Nixon a fait en sorte que les États-Unis, la monnaie américaine n'était plus adossée à dollar. Ça veut dire quoi? C'est que c'est basé simplement sur comment on pourrait dire ça? Il est basé purely by the full faith and credit of the US government. Donc, la capacité de remboursement des États-Unis et de la crédibilité du dollar américain est seulement faite sur la foi et le crédit de la bonne gestion des États-Unis d'Amérique. Alors, si on revient avec ceci, les États-Unis ont saisi 300 milliards d'actifs russes. Donc, la foi, la volonté, on voit qu'ici, la foi a été atteinte. Donc, on a un gros problème. C'est pourquoi il y a plein de pays qui sont en ce moment en train de se dédollariser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'arrêter d'utiliser le dollar américain. Entre 1999 et 2019, le dollar a été pour 96% des transactions à travers les États-Unis, 74% en Asie, 79% dans le reste du globe. Globalement, les banques utilisent pour approximativement 60% des dépôts des loans, ce qui fait en sorte que le dollar US est on the side, is almost 90% de toutes les transactions d'échange de monnaie. Donc, énorme, il contrôlait vraiment gros, là. Fait que là, ici, on voit ici, là, quand que les États-Unis ont imposé toutes les sanctions contre la Russie, ça a fait
à travers cette invasion à l'Ukraine, plusieurs autres pays ont, ont vu que leur pays, comment je pourrais dire ça? Les pays ont vu que les États-Unis pouvaient freeze les fonds dus à n'importe quelle sorte de diplomatique ou conflit militaire. Donc, le dollar US, maintenant, compte pour 58% des transactions Foreign Exchange Reserve, quand ici, c'était 90%. 90%. Donc, on voit que le dollar américain est en train de perdre. Donc, en ce moment, le dollar est en train de perdre sa place comme étant l'outil financier mondial. Donc, j'ai-tu autre chose que je veux dire ici? Tout ça étant dit, ça fait que entre l'inflation, les sanctions bancaires, les crises, le renforcement des briques, en ce moment, il y a un gros nuage qui pointe à l'horizon face à l'hégémonie du dollar. Donc, techniquement, ça veut dire quoi? C'est que les États-Unis sont en train de perdre l'hégémonie. Et vu qu'ils sont en train de perdre l'hégémonie, ça va avoir des répercussions parce que le pouvoir des États-Unis était le fait de sa puissance militaire, qu'on vient de voir que la Russie est en train de battre, de sa puissance économique. On voit que aux États-Unis, les points de vue économiques est en train de... ça, j'ai rien démontré, mais tout le monde le sait. On vit la même chose au Canada, on est en train de tomber. Puis, on voit que point de vue politique, ils sont en train de perdre parce que tout le monde beaucoup de pays s'en vont vers les BRICS et ne feront plus confiance aux États-Unis. Donc, si les États-Unis ont plus leur crédibilité face à leur puissance militaire, économique et politique, à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que de moins en moins de pays vont avoir confiance au dollar américain. Et si les gens n'ont plus confiance au dollar américain, ça va faire quoi? C'est que là, on va se retrouver avec beaucoup d'argent de dollars américains qui n'est basé sur rien. Fait que techniquement, c'est comme si vous aviez des dollars Monopoly et que là, vous vouliez acheter des choses à travers la planète. Et là, la planète, ça va être quoi? Est-ce qu'ils vont accepter ce dollar Monopoly-là? La question, on va le voir dans le futur. Mais regardez tout ce que vous consommez, ce qui vient d'ailleurs. C'est avant ce qui arrivait, puis là, je peux revenir ici d'une certaine façon. Avant, ce qui arrivait, c'est que vu que les États-Unis étaient puissance mondiale économique et politique, ça faisait que tout le monde était comme un peu obligé d'utiliser le dollar américain. Donc, si on disait, même si c'était de l'argent Monopoly, on dit, tu vas accepter mon argent Monopoly pour acheter, on va dire, que ça pourrait être, mettons, les oranges du Maroc, on va dire ça. Le Maroc est obligé d'accepter, d'une certaine façon, le dollar américain. Puis s'il l'accepte pas, on va envoyer l'armée, on va geler tes actifs, on va te pousser politiquement, on va avoir des impacts sur toi. Donc, les gens acceptaient le dollar américain. Mais là, maintenant, les États-Unis ont perdu leur régime, ont perdu leur pouvoir militaire, politique et économique. Et là, ça fait en sorte que là, les autres pays vont pouvoir dire, ben regarde, moi, j'en accepte pas de ta monnaie qui vaut rien. Donne-moi de l'or, donne-moi d'autres matières, donne-moi du métrol pour quelque chose, mais ta monnaie, j'en veux pas. Et là, ce que ça va faire, c'est qu'on va se retrouver avec énormément de monnaie aux États-Unis. Puis là, ce qui arrive, c'est que, mettons là, on dit que c'était 10$ pour acheter les oranges. 10$ américains pour acheter les oranges. Mais là, si l'autre pays qui vendait les oranges veut plus le vendre à 10$ parce qu'il sait que le 10$ vaut plus rien, ben là, il va dire, ben regarde, je suis prêt à les vendre peut-être à 100$. Parce que de toute façon, je vais utiliser cet argent-là pour acheter quelque chose que vous construisez, puis je vais l'utiliser. Donc, ils vont se retrouver dans une situation où ils vont avoir un certain pouvoir parce que là, l'argent américain ne vaudra plus rien. Fait que là, nous, là, on va avoir notre 10$, on sera même plus capable d'acheter les clémentines, les oranges parce qu'ils vont être rendus à 100$ parce que notre argent vaut rien. Ça va créer une inflation extraordinaire. Et s'il y a une inflation extraordinaire aux États-Unis, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver au Canada, au Québec? On va vivre la même affaire parce que le Canada, il est dans la même situation. Le Canada, là, c'est comme le mini-mi des États-Unis. Là. Ils font juste suivre les États-Unis. Donc, notre monnaie est basée sur rien, encore.
on suit les mêmes politiques que les États-Unis. Point de vue militaire, on n'est pas grand-chose. Donc, concrètement, si les États-Unis tombent, d'une certaine façon, nous autres aussi, on tombe. Donc, vous voyez que là, en ce moment, du point de vue géographiquement, le reste de la planète est en train de s'enligner en dehors. Puis là, c'est drôle parce qu'on parlait beaucoup, quand l'Ukraine a été attaquée par la Russie, on disait on va isoler la Russie. Mais là, en ce moment, ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est l'Occident qui est en train de se faire isoler du reste du monde. Et là, ça va avoir des répercussions sur vos liquidités. Là, on va revenir un petit peu plus localement. Parce que là, on a vu que le conflit de Russie, l'Ukraine-Russie vient de démontrer que ça nous affecte militairement et politiquement. Les BRICS ramassent la politique, la population. Mais là, on a des politiques climatiques en ce moment. Puis là, le pire, c'est que je viens de voir, là, ça fait 1 heure que je parle déjà, genre, en tout cas, un petit moment comme ça. Et je pourrais, j'ai même pas commencé ça. Fait que je vais y aller quand même rapidement sur les politiques climatiques, ok? C'est pratiquement juste l'Occident qui suit ces politiques-là. En ce moment-ci, l'idée avec les politiques climatiques, là, c'est pas de dire est-ce qu'il faut qu'on se batte ou non contre les changements climatiques. Est-ce que oui ou non il y a des changements climatiques? Est-ce que c'est l'humain qui en est la problématique? On n'est pas dans ces réflexions-là de ce point de vue-là, ok? On est dans, en ce moment, il y a des politiques contre les changements climatiques qui sont votés ici au Québec, Canada, mais dans le reste de l'Occident également. C'est quoi les répercussions qu'on va pouvoir avoir ici? Bon, vous avez déjà vu probablement la taxe carbone, on en entend parler, mais ça, c'est, comment je pourrais dire ça? C'est un show de boucan, d'une certaine façon. Moi, ce qui me fait vraiment peur, d'une certaine façon, c'est les crédits carbone. Je vais vous partager ça. 8 questions et réponses à se poser sur le crédit carbone et d'autres concepts liés. Ça, c'est l'autorité des marchés financiers. Un crédit carbone est un actif qui reconnaît une réduction d'émissions ou le retrait d'une tonne de gaz à effet de serre, GES, de l'atmosphère. Cette réduction est gérée par un projet de compensation. Donc, les projets, ça peut être quoi? Ça peut être plein de choses comme plantation d'arbres pour retirer des GES de l'atmosphère par la séquestration du carbone dans la végétation. Si on voit ici, en réalité, les crédits carbone, c'est quoi? Pour expliquer, pour mieux comprendre, c'est qu'on a deux entreprises, deux producteurs de quelque chose. Il y a des unités d'émission qui sont allouées, ce qui veut dire que c'est les maximums, c'est les quotas qu'ils ont. On voit ici qu'on a un émetteur qui produit moins. Donc, qu'est-ce qui est gris? C'est l'émission réelle. Le bleu, c'est les émissions qui n'ont pas utilisées, donc ils ont des crédits carbone qu'ils n'utilisent pas. On a l'entreprise, l'émetteur A, qui lui se retrouve avec une émission réelle qui est très élevée, qui dépasse les quotas. Donc, lui va devoir acheter des crédits carbone. Et là, il y a un marché du carbone où est-ce que les crédits carbone, ça peut être soit les entreprises qui n'atteignent pas leur quota, fait qu'ils vont vendre ces crédits-là, ou il va y avoir différents autres pas politiques, mais plusieurs autres projets qui vont être faits pour créer des crédits carbone. Et là, on rentre après ça dans les projets forestiers visant la séquestration du carbone sont désormais reconnus dans le cadre du marché du carbone. Une autre étape vient d'être franchie dans le domaine des crédits compensatoires du marché du carbone avec l'adoption du règle relatif aux projets de boisement et de reboisement sur des terres du domaine privé admissibles à la délivrance de crédits compensatoires, donc des crédits carbone. Donc, l'adoption de ce règlement marque un jalon important dans le domaine des crédits compensatoires en lien avec des projets qui génèrent des résultats et des bénéfices climatiques temporaires, comme ceux réalisés dans les secteurs de l'agriculture, la foresterie et de l'utilisation des terres. Je n'avais rien d'autre par rapport à ça. Ça, c'est sur le site de Québec, québec.ca qu'on retrouve cette information-là. Là, en soi, ça veut dire quoi? Crédit carbone, ok, c'est correct. Si on fait du reboisement, il y en a qui vont avoir des crédits carbone, puis que ils vont pouvoir les revendre, puis ça gère entre eux autres. Mais dans la réalité, faut regarder les autres lois qui se passent en ce moment au Québec. Québec prêt à transformer 30% du territoire en aire protégée. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Comme quoi que le Québec
a exigé aux municipalités de protéger 30% de son territoire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Montréal doit protéger 30% de son territoire montréalais, Québec, 30% de son territoire, Longueuil, 30% de son territoire, Sherbrooke, Laval, Trois-Rivières, Saguenay, 30% du territoire de chaque municipalité doit être protégé. Ça, j'avais-tu quelque chose d'autre? Je pense que j'avais juste ça à montrer en réalité sur ça, oui. Donc, en gros, là, ça, les municipalités ont le devoir de protéger 30% de son territoire pour des raisons de protection climatique. Donc, ça, on a d'un côté le Québec qui force à protéger du territoire. On a de l'autre côté une game en lien avec les crédits carbone où est-ce que les entreprises doivent aller chercher des crédits carbone pour polluer d'une certaine façon. Qu'est-ce qui arrive entre les deux, là? Est-ce que vous comprenez? C'est que là, le Québec dit qu'il faut qu'on protège. En protégeant, on va pouvoir faire la reforestation. Reforestation, ça veut dire quoi? On va être capable d'aller chercher du crédit. Fait que la game du crédit carbone va pousser et même obliger à faire la reforestation. Encore une fois, on n'est pas dans est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Mais ça va faire quoi? Ça va faire en sorte que là, regardez tout ce qui est des terres agricoles. Parce que tu peux pas reboiser une forêt. La forêt est là. Donc, on va protéger des territoires. C'est sûr qu'ils vont commencer par les territoires où il y a déjà de la forêt et tout. Mais ce qui va arriver, c'est que là, il va y avoir, d'une certaine façon, beaucoup de terres agricoles qui vont être achetées pour reboiser dans le but d'aller chercher des crédits carbone. Et ça fait quoi en bout de ligne? Si on achète des terres agricoles pour aller reboiser, ça veut dire qu'on peut plus l'exploiter. Si on l'exploite plus, on produit plus de nourriture, que ce soit de la nourriture végétale ou animale. Si on n'a plus de nourriture, ou de moins en moins de nourriture, soit végétale ou animale, il va arriver quoi? Il va avoir l'offre et la demande, va faire en sorte qu'il va y avoir moins d'offres. La demande va faire quoi? La demande va pas diminuer. Là. Les gens vont pas arrêter de manger là, parce qu'il y a moins de bouffe. Non. Fait qu'il va y avoir quoi? Il va y avoir une inflation qui va se faire là-dedans. Parce que les produits vont être de plus en plus rares. Donc là, ça va créer une inflation par rapport à tout ça, parce que là, pour aller chercher du crédit carbone, on va aller chercher des terres agricoles qu'on va reboiser. Donc là, on pourrait se dire, on a juste à s'assurer d'une certaine façon de pas faire ça sur les terres agricoles, ou de toute façon, c'est un projet qui n'a pas d'allure. Mais là, je vais partager quelque chose qui est assez extraordinaire. Procès verbal. Session d'une assemblée régulière du centre... donc, c'est une assemblée publique du centre administratif de la MRC de Memphremagog. Okay? Je vis dans la MRC de Memphremagog. Excusez-moi, je l'ai bégayé. Donc, moi, je me tiens au courant de ce qui se passe. On va aller complètement à la fin. Okay? Monsieur Philippe Deveau demande des explications supplémentaires en lien avec le point 7.3 à l'ordre du jour. Le préfet lui explique que le but de la résolution d'appui est de protéger les MRC et les municipalités locales lorsqu'elles appliquent le cadre d'exigence du gouvernement, entre autres en identifiant des pourcentages de territoires à préserver. Les MRC ne veulent assumer les risques de poursuite en lien avec des exigences dictées par le gouvernement. Québec dit qu'il faut protéger 30% du territoire. Comment que les municipalités vont faire ça? Ils n'ont pas les liquidités, ils n'ont pas le territoire, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Et c'est là que ça devient dégueulasse. On va remonter ici. Considérant les objectifs de conservation de 30% du territoire québécois en 2030 et l'engagement pris par la MRC du Memphremagog de contribuer à l'atteinte de cette cible. Considérant que dans le contexte de jurisprudence qui prévaut actuellement et dans le respect du cadre législatif imposé par le gouvernement du Québec, l'adoption et la mise en œuvre de mesures découlant des projets des ressources des milieux humides et hydriques ou des organismes gouvernementaux, je me rappelle plus cela, place les MRC et les municipalités dans une position vulnérable en raison du risque de poursuite envers celles-ci.
Donc, en gros, ça veut dire quoi, là? Je vais continuer, puis je vais vous l'expliquer. Considérant que le droit de propriété tel qu'actuellement défini par les tribunaux s'oppose aux volontés gouvernementales de conservation des milieux naturels et de la biodiversité, ainsi qu'à certains objectifs et attentes des OGAT. Considérant que la MRC et les municipalités demandent depuis plusieurs années que les modifications législatives soient évaluées pour les aider à contribuer à l'atteinte des objectifs de conservation de la protection de la biodiversité sans les mettre à risque sur le plan financier. Considérant que dans ce contexte, il devient impératif que le législateur québécois établisse sans équivoque que la conservation du milieu naturel par l'adoption des règlements par les municipalités ne constitue pas une forme d'expropriation, pour autant que ces règlements n'aient pas pour effet de rendre ces espaces accessibles au public. Ce qui précède les changements législatifs sont requis, notamment la loi de l'aménagement, l'urbanisme, qui doivent être modifiés afin d'y indiquer expressément que l'exercice des pouvoirs réglementaires visant la protection de l'environnement ou la conformité au OGAT ne donne lieu à aucun versement d'indemnité. Donc, en conséquence, il est proposé par le Conseil que le Conseil de la MRC de Memphremagone demande au gouvernement du Québec d'apporter des changements législatifs requis afin de l'exercice des pouvoirs réglementaires municipaux en matière de protection de l'environnement, de conservation des territoires d'intérêt écologique, de préservation des ressources en eau, de gestion des contraintes naturelles et anthropiques et de gestion de l'urbanisation soit valide et ne donne lieu à aucune indemnité à la charge du milieu municipal. En gros, ça veut dire quoi tout ça, là? C'est qu'en ce moment, là, les municipalités sont en train de demander à Québec de changer le législatif pour permettre de faire des expropriations sans indemnité dans le but de protéger l'environnement. Donc, en fait, ils veulent changer pour dire que dans le but de protéger 30% du territoire en aire protégée, pour protéger ça, il faut qu'on aille chercher des territoires à protéger. Il va falloir qu'on fasse des expropriations. Mais ils veulent qu'on n'appelle pas ça une expropriation, qu'on change ça de terme, je ne sais pas quel terme qui va être utilisé. Donc, vu que c'est pour de la protection de l'environnement et non pour une expropriation, d'habitude, dans une expropriation, il y a des indemnités. Fait que là, ils veulent qu'il n'y ait aucune indemnité. Donc, en gros, là, ça veut dire quoi? C'est que pour protéger l'environnement, atteindre le 30% de protection de l'environnement, ils vont pouvoir exproprier des gens qui ont des terres. Probablement que ça va être les terres agricoles, d'une certaine façon. C'est sûr qu'ils vont commencer par les terres avec des lacs ou des rivières, ces affaires-là. Donc, tous ceux qui vont être proches d'une rivière, d'un lac ou d'un ruisseau, c'est les premiers qui vont se faire saisir, mais après ça, ils vont aller vers quoi? Ils vont aller chercher toutes les terres déboisées dans le but de les reboiser, dans le but de faire la protection de l'environnement, dans le but d'aller chercher du crédit carbone. Donc, techniquement, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est qu'en ce moment, c'est en train de changer comme quoi que là, les municipalités sont en train de s'organiser pour demander à Québec de changer le législatif pour être capable de saisir les propriétés des gens pour faire de la protection de l'environnement. La question n'est pas de savoir est-ce qu'il faut protéger l'environnement ou pas, c'est juste qu'ils sont en train de retirer notre droit de propriété. Ils sont en train, en ce moment, de se mettre en place pour tout être capable de nous saisir. Donc, imaginez, là, je vais faire ça simple d'une certaine façon. Là, je vais revenir ici. Il y a plein de politiques municipales. Puis là, il y a plein de choses que je pourrais dire, plein de politiques climatiques. Il y a plein d'autres choses que je pourrais dire, mais que je ne vais pas dire parce que sinon, ça va être trop long. Où est-ce que, en réalité, tout est en train de se positionner du point de vue politique climatique pour nuire. Fait qu'on a l'inflation qui s'en vient, qu'on a déjà vécu. Fait que l'inflation qui est à venir va probablement être énorme comparé à ce qu'on a vu à cause de ce que j'ai expliqué, où est-ce qu'il y a une dédollarisation qui se fait, que les États-Unis sont en train de perdre leur pouvoir militaire, politique et économique. Donc, on est en train de vivre une énorme transformation. Puis on a en plus de l'autre côté le Québec et même le fédéral qui est en train de nous écorcher vivants financièrement. Et on a les municipalités qui sont en train de s'enligner pour être capables de nous saisir nos propriétés, nos actifs. Donc, c'est assez fou, là. C'est assez fucké, là. Fait que là, techniquement, là,
Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, là, j'ai fait ça ici. L'idée, là, ce qu'on doit faire, là, faut devenir autonome. L'objectif qu'on doit avoir en ce moment, là, c'est pas de se poser les questions, de savoir qu'est-ce qui est bon, pas bon là, par rapport à tout ce que j'ai déjà parlé. C'est que là, concrètement, les résultats, c'est que on s'enligne probablement vers la pire crise économique qu'on a jamais vécue. Probablement 2029, là, 19-29, c'était 19-29, c'était pas grand-chose comparé à ce qui peut s'en venir, là. Parce que l'argent vaudra plus rien. Puis une des choses qui nous a permis de sortir de 29, c'était la puissance, ça a été une guerre. Puis là, en ce moment, il n'y a pas de guerre qui va s'en venir, même si ça donne l'impression tout est en train de se régler pour qu'il y ait une paix. Les BRICS sont en train de préparer la paix. Les BRICS sont en train d'isoler l'Occident. Et la Russie est en train de vider les stocks d'armement. Fait que techniquement, il n'y a pratiquement plus de guerre possible, là. Tout le stock militaire de l'Occident est en train de se vider, n'a pas la capacité de se refermer, de se refaire. Donc, il n'y aura pas de guerre possible pour relancer l'économie. Alors, ça va être potentiellement affreux. Puis qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour ça? C'est qu'il faut qu'on devienne autonome. Je sais que ça paraît bizarre, là. De dire qu'il faut devenir autonome. Mais c'est parce qu'il faut devenir autonome, pas juste financièrement. Il faut devenir autonome financièrement, intellectuellement. Il faut devenir autonome point de vue physique, santé. Il faut devenir autonome sur tellement de sphères de notre vie, là. Donc, l'idée, là, la base, la première chose, là, en ce moment, regardez votre situation financière. Avez-vous des mauvaises dettes? Mauvaises dettes, c'est des dettes qui sont pas liées à des actifs qui génèrent des revenus. Donc, tout ce qui est carte de crédit, marge de crédit, prêt personnel, on pourrait même aller jusqu'à prêt auto puis prêt hypothécaire, parce que l'hypothèque sur votre maison, prêt hypothécaire de votre maison, ne génère pas de revenus. Donc, faut le plus vite possible, d'une certaine façon, vous libérer de ces dettes-là pour être capable de faire d'autres types d'investissements. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que la dette, là, les dettes en ce moment que vous avez sont une chaîne qui vous empêche d'agir consciemment, intelligemment et dans votre avantage à vous. Malheureusement. Puis on l'a vu là. Je vais faire une petite parenthèse très claire là, que tout le monde va revenir par rapport à la vaccination en lien avec le COVID-19. On rentre pas encore une fois dans bon pas bon. On rentre juste dans il y a pratiquement eu une obligation de se faire vacciner, que vous étiez pour ou contre. L'idée n'était pas de dire est-ce qu'on le prend ou pas. C'est qu'on vous a obligé d'une certaine façon à le prendre. Puis si vous ne le preniez pas, vous perdiez votre job. Donc, la problématique est là. Et pas par rapport au vaccin, et par rapport à l'obligation. Puis si vous le faites pas, vous allez perdre votre job. Donc, vous devez être autonome financièrement pour être capable de dire, ben moi, je suis en accord ou je suis pas en accord, mais peu importe la raison, s'il y a quelque chose qui arrive, puis qu'on m'oblige à faire quelque chose qui est contre mon gré, je peux quitter cette job-là, je peux continuer à vivre, je peux changer ma situation, je peux aller ailleurs, je peux faire un changement. Faut être en position d'être capable d'être dans cette situation-là, d'être autonome pour être capable de prendre nos décisions et de pas être dire j'ai besoin de payer mes dettes, j'ai besoin de ci. Fait que je vais accepter la situation. Donc, vous devez être autonome financièrement. Donc, vous devez vous libérer de vos dettes parce que vos dettes, c'est comme une chaîne qui vous oblige à aller travailler puis accepter tout ce qui va être demandé. Vous devez augmenter vos revenus. OK? Vos revenus, que ce soit en ayant plus d'emplois, en faisant de l'investissement immobilier, en démarrant votre business ou plusieurs business, en vous regroupant avec des personnes pour partir des projets, vous devez augmenter vos revenus. C'est primordial. Je sais qu'on le souhaite toujours, mais là, ça devient une nécessité. Augmenter vos revenus, diminuer vos dettes, c'est primordial pour être capable de passer à travers ce qui s'en vient. Et là,
vous allez devoir aussi vous former. OK? Vous allez devoir apprendre ce que je vous ai partagé aujourd'hui dans cette vidéo, ce webinaire-là. Est-ce que vous en étiez conscient des implications? Est-ce que vous aviez compris ça? Si c'est pas le cas, vous voyez qu'il y a une lacune dans votre information que vous avez actuellement. Vous devez devenir autonome, vous devez être capable de réfléchir par vous-même, faire vos recherches pour comprendre. Et pas de dire de faire ces recherches-là pour prendre un côté ou un autre, mais d'évaluer la situation, comprendre les impacts, voir dans le futur les possibilités face à ces changements-là et que ces impacts-là, quels seront-ils sur vos finances et votre situation pour être capable de vous positionner. Donc, vous devez vous former. Vous devez vous former pour éliminer vos dettes, améliorer votre situation financière, faire l'investissement immobilier, démarrer votre entreprise, faire l'investissement quelconque. Vous devez vous former à travers le temps pour être capable de vous positionner. Comme vous dites, comme peut-être vous avez déjà entendu, connaissance égale pouvoir, mais en fait, connaissance plus action égale pouvoir. C'est bien beau savoir, mais il faut agir pour être capable d'être dans son pouvoir. Et là, vous devez agir. Vous devez évoluer, vous devez comprendre. Et c'est ça qui est important parce que vous allez devoir être autonome. Ça peut être autonome, peut-être dire que vous avez des plateaux, vous faites vos germinations, vos pousses, ce qui fait que vous êtes capable d'aller chercher des protéines à travers ça. Donc, vous avez une certaine autonomie, avoir vos poules. Tu sais, je sais que ça paraît fucké, là, cette affaire-là, de dire ça. Il y en a beaucoup qui aiment ça, là, c'est très populaire. Mais sans nécessairement dire que c'est faux que ce soit vous. Mais est-ce que vous êtes capable d'aller chercher des ententes, d'aller dire, bon, ben regarde, moi, je veux découvrir les fermiers dans mon entourage, puis je veux acheter de ces fermiers-là. Fait que peu importe qu'est-ce qui arrive du point de vue de l'économie, si il arrive quelque chose, mais je sais que ce producteur-là, ben, je vais être capable d'aller acheter de lui. Donc, vous êtes autonome plus de cette façon-là. Donc, il faut commencer à réfléchir autrement parce que c'est assez particulier ce qui s'en vient. OK? Je vous dis pas ça pour vous faire peur, mais juste pour que vous soyez conscient de ce qui est potentiellement à la porte de notre futur. Donc, vous devez vous éduquer. Alors, à travers tout ça, comme je vous dis, vous devez vous former. Vous le voyez là, devenir autonome, c'est mon entreprise. C'est pourquoi que j'ai changé le nom. Avant, c'était ma santé financière. Puis là, pourquoi je suis rendu à devenir autonome? Parce que je vois que devenir autonome, c'est la clé du succès dans le futur. Et j'ai pas dit de devenir autonome financièrement. J'ai dit de devenir autonome. Il faut devenir autonome financièrement, intellectuellement, du point de vue de sa santé, être capable de prendre soin de sa santé, du point de vue physique, pour être capable de prendre soin techniquement là, d'être capable de se soigner, d'être en forme, de se traiter. Faut comprendre tout ça. Donc, pour ceux qui veulent passer à l'action, qui veulent s'aider, qui veulent apprendre sur comment faire ça, je vous recommande fortement d'aller sur devenirautonome.co. Je vais vous montrer quelque chose, OK? Devenirautonome.co. Désolé, j'ai comme fait une erreur en marquant. Je vais vous partager mon écran. Donc, vous allez sur le site ici, vous pouvez voir notre offre. Il y a des offres gratuites. Là. Vous allez voir plusieurs affaires gratuitement. Nos formations, on a plusieurs formations, on a différents forfaits aussi. Donc, si vous voulez vite, là, vous allez voir. On a des consultations privées, on a les livres s'occuper de ces affaires. Donc, je vais arriver ici à notre forfait, nos forfaits, OK? Comparer nos forfaits. Vous voyez ici à gauche nos différentes formations. On a ici des différents forfaits. On a des forfaits sur la finance personnelle, sur comment améliorer vos finances, reprendre le contrôle de vos finances, apprendre comment vous désendetter, avoir une structure financière pour être capable de mieux vous positionner financièrement. Dossier de crédit. Là, c'est mal tourné, là. Mais formation sur les dossiers de crédit. C'est la formation sur les dossiers de crédit la plus avancée au Québec, où est-ce que vous allez comprendre le long en large sur les dossiers de crédit, comment ça va comment ça va fonctionner puis comment vous pouvez les utiliser à votre avantage. On a comprendre dans le monde dans lequel on vit. Vous voyez le webinaire d'aujourd'hui, c'est comme un préambule de cette formation-là qui n'est pas créée, mais elle va le devenir. Politique municipale.
qui est en cours de production. J'ai déjà plusieurs formations qui ont été créées dedans et qui sont déjà disponibles. Parce que je vous l'ai vu, là, quand on vient sur le procès verbal, là, j'ai moi depuis le mois de juillet 2023 que je vais aux séances de ma municipalité et de la MRC pour savoir ce qui se passe. C'est ce qui me permet de comprendre où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est pourquoi que j'ai fait une formation sur la politique municipale pour que vous compreniez comment ça marche. Ça, vous voyez, il y a le forfait améliorer ses finances personnelles. On a un forfait investir en immobilier qui comprend comment constituer soi-même sa société par action, comment aller chercher du financement d'entreprise pour investir en immobilier, comment faire soi-même sa comptabilité pour être capable de faire la tenue de livre de ses immeubles, comment financer ses immeubles, se structurer pour faire son lancement en immobilier, toutes les différentes techniques, structures, crédits, pour être capable de démarrer votre parc immobilier. Donc, on a ce forfait-là ici d'investir en immobilier. Donc, si vous avez de l'intérêt à l'entrepreneuriat, on a un forfait où ça comprend constituer soi-même sa société, financement d'entreprise, comptabilité et le lancement d'entreprise. Je vous donne des outils pour être capable de vous lancer en entreprise, de démarrer votre business. Ça va être hyper important de créer une business. En créant votre business, vous allez être capable d'être plus autonome parce que vous allez être dans les rênes, vous allez contrôler ce qui se passe dans votre business plutôt qu'avec un employeur que vous allez devoir suivre ce qu'il dit. Donc, un autre forfait ici à 400$ pour ce forfait-là. Et finalement, on a le forfait de devenir autonome qui comprend toutes les formations qu'on fait, plus des séances de questions et réponses. Donc, techniquement, à toutes les 2 semaines, je crée des séances de questions-réponses. C'est comme des consultations privées, mais de groupe. Donc, vous venez, vous posez vos questions, puis j'y réponds. Fait que c'est comme une consultation, mais vous n'avez pas à payer pour. Je vais être là pour répondre à vos questions, pour vous aider. Je suis là. On va être là pour s'entraider, pour vous aider à devenir plus autonome. Et en ce moment, la formation, ce forfait-là est à 500$ jusqu'au 1er mai. Le 1er mai, la formation va être à 800$. Vous comprenez pourquoi? Ici, en ce moment, c'est 500$ quand que le forfait améliorer ses finances personnelles est à 300, investir en immobilier est à 600. Fait juste là, on a pour 900$ de formation. Puis là, vous l'avez pour 500$. Fait c'est pour ça que j'augmente le prix à 800. Puis même à 800, vous allez avoir les 3 forfaits. Fait que vous allez être gagnant en masse. Pour ceux qui regardent la vidéo après le 1er mai, vous allez être très gagnant quand même de prendre ce forfait-là parce que vous allez avoir tout le contenu, plus qu'est-ce qui s'en vient, plus les séances de questions-réponses. Donc, allez voir sur devenirautonome.co. Puis là, vous allez pouvoir voir les forfaits ici, nos forfaits, et vous avez forfait devenir autonome. Et là, vous avez les explications, puis vous êtes capable de payer ici. Donc, voilà. Vous devez devenir autonome. C'est une nécessité, c'est un besoin parce que c'est en devenant autonome que vous allez être capable de vous positionner face à ce qui s'en vient. Et c'est une priorité pour tous de le faire. Donc, voilà ce que je voulais faire. Donc, un bon gros webinaire. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris quelques affaires. Et là, c'est drôle à dire, mais tout ça, ce n'est que le début. Vous voyez, ça, c'est le webinaire, mais je veux aller plus loin dans d'autres formations que je vais rendre disponibles bientôt, où est-ce que je vais vraiment aller plus loin dans les détails pour expliquer ce qui se passe. Donc, prenez le temps d'aller voir mon site web pour vous former. Même le blog aussi, il y a beaucoup d'informations que vous allez trouver. Alors, prenez le temps d'aller voir ça pour vous permettre d'atteindre, de vous donner les outils pour atteindre votre autonomie. Alors, voilà. Donc, techniquement, le webinaire est terminé. Alors, s'il y en a qui ont des questions en ce moment, vous pouvez les poser. Je vais prendre un petit moment pour y répondre. Mais techniquement, le webinaire est terminé. Donc, je vous souhaite un bon enrichissement à tous et je vous souhaite de pouvoir passer à travers ce qui s'en vient. Salut tout le monde!